On est entré dans la 6e extinction massive de la planète. La dernière, c'est les dinosaures. La seule différence, c'est que nous, contrairement aux grands reptiles, on est au courant. Bienvenue sur Bravo Mode, la chaîne à laquelle tu dois absolument t'abonner si tu veux tout savoir sur les causes et les impacts des changements climatiques. Il y a des mauvaises langues qui disent que les écologistes se réjouissent de la pandémie et qu'ils attendaient juste ça, un effondrement économique. Faut remettre les choses en perspective, il y a personne qui a souhaité ce qui se passe présentement, et je veux pas qu'on pense qu'avec cette vidéo, j'oublie les centaines de milliers de personnes à travers le monde, ou les millions de personnes à travers le monde, en fait, qui ont perdu actifs, maisons, des amis, et qui ont perdu la vie avec cette pandémie. Mais au bout de chaque tunnel, il y a de la lumière, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Partout dans le monde, les scientifiques ont pointé les liens entre la pandémie actuelle et l'environnement. Quand on coupe les forêts, les chauves-souris vont se réfugier dans nos cours et dans nos fermes. Ceux qui décupent les cas de contamination, etc., c'est ce qui s'est passé aussi avec l'Ebola. Même chose pour la maladie de Lyme, je sais pas comment on prononce, qui est causée par une tique, parce que normalement ce sont les opossums qui contrôlent la quantité de tiques vu qu'ils les mangent, mais là si on détruit leur habitat, ben, ils peuvent plus autant contrôler les tiques qu'avant. Et puis voilà, ça part en couille. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus il y a d'animaux sauvages dans nos jardins, plus il y a de risques de pandémie. Donc, plus on détruit les habitats naturels, que ce soit des forêts, que ce soit des plaines, etc., ben plus il y a de risques de pandémie. Et là, le ralentissement économique qui a eu des effets bénéfiques sur l'environnement, on l'a vu, il y a des animaux qui se sont aventurés à des endroits où normalement c'était l'humain qui était roi. Il y a des villes comme New York ou des villes en Chine qui ont vu leur taux de monoxyde de carbone diminuer de 50%. Et parmi plein d'autres exemples, il y a eu aussi une grande diminution des vibrations sismiques. Ça veut dire dans le fond le bruit qui est créé par l'activité humaine, le trafic, les trains par exemple. Mais avec le déconfinement, on voit que tous ces beaux changements-là sont en train de partir en fumée. Donc ce serait vraiment dommage de pas prendre ou de pas avoir pris cette petite pause-là pour changer notre façon de faire. S'il vous plaît, faut pas recommencer comme avant, faut pas repartir la machine comme avant. Imaginez, ce serait tellement révoltant, genre dans 50 ans, nos petits-enfants, ils nous trouveraient vraiment niaiseux de pas avoir pris cette belle opportunité-là. Allons vers un système qui, à long terme, respecte les limites de l'environnement et respecte les disparités économiques et diminue les inégalités sociales. C'est pour ça que la population québécoise s'est insurgée contre le projet de loi 61. La loi 61, je l'ai pas mal expliqué sur Instagram, j'ai un highlight juste pour ça d'ailleurs, mais en gros, c'est un projet de la CAQ qui a pour but de repartir l'économie en construisant 202 projets d'infrastructure rapidement, mais qui avait aussi pour but d'éliminer ou de contourner certaines règles environnementales qui normalement protègent la belle biodiversité du Québec. Heureusement, le projet est sur la glace puisque tous les partis d'opposition étaient en opposition de ce projet-là, donc ça va être repris en septembre. On espère qu'entre-temps, le gouvernement va songer à une relance économique durable, prospère, qui, en plus de respecter les limites de notre écosystème, comme je le disais plus tôt, va prendre en compte les droits des populations autochtones et la réalité des populations vulnérables. Parce que l'environnement, c'est intersectionnel. C'est protecteur des terres et des eaux dans leur lutte pour l'autodétermination et le respect de leurs droits, tout comme nous avons la responsabilité de lutter avec et pour les communautés souvent racisées, qui sont les plus vulnérables et pour qui les impacts des changements climatiques sont souvent, dans beaucoup de cas, déjà très concrets. Donc voilà, on comprend qu'on doit repartir l'économie rapidement, mais il y a tout plein d'autres façons de le faire. Voici donc 3 idées pour la relance économique québécoise. Le pacte pour la transition, qui est le pacte, l'affaire rouge lancée par Dominique Champagne à l'automne 2018, a lancé 101 idées pour la transition, au début du mois environ. Il n'y a pas réellement 101 idées, là, genre comme les 101 dalmatiens, là, je pense que c'est juste ça sonne bien. En fait, il y a 3 propositions phares et il y a 9 domaines visés. C'est sur 93 pages et je ne comprends pas tout. Ça va vraiment en profondeur, heureusement, tant mieux, c'est juste pas pour moi parce que, je le répète, je travaille pas en politique, je travaille pas en économie, je travaille même pas en environnement comme directement, je suis chroniqueuse, journaliste, je suis plein d'affaires, mais bref, moi, ma job, c'est de vulgariser ce que je comprends déjà. J'adore le pacte et tout, mais c'est pas comme bien résumé, je trouve, pour le citoyen normal, donc je vais pas vous lire, mais je vais m'en inspirer. Première idée. C'est bien awkward quand je fais ça. Inclure la vie des citoyens, sans oublier les Premières Nations, ainsi que des scientifiques dans toute décision économique. On l'a vu dans un sondage léger, publié la semaine passée. 50% des Québécois pensent que le gouvernement devrait profiter de la situation pour en faire plus pour la lutte au changement climatique et la protection de l'environnement. 50%. Donc le pacte pour la transition parle de la création d'un conseil national de la transition. Partez pas tout de suite, là, c'est vraiment simple à comprendre. En fait, ce conseil-là réunirait scientifiques, économistes, représentants de citoyens, entrepreneurs, mouvements syndicaux, etc., environnemental, économie sociale, les groupes communautaires et surtout
groupe des Premières Nations, et aurait pour mission de coordonner la mise en œuvre d'une relance économique viable, d'une relance économique verte. Comme ça, on pourrait s'assurer qu'on respecterait les plans qu'on essaie de mettre en œuvre depuis des années sur la carboneutralité et on pourrait s'assurer de l'atteindre avant 2050 parce que je vous rappelle que c'est un but. Le Conseil veillerait aussi à la création d'emplois dans des secteurs viables, donc pas des emplois dans des secteurs pétroliers, là, on s'entend, là, genre le contraire de ça. Je vais y venir plus tard, là, à quel genre de secteurs économiques florissants peuvent être en lien autant avec l'économie que l'environnement. Mais bref, ça renforcerait notre résilience économique. Bref, le gouvernement devrait en tout premier lieu pour sa relance s'entourer d'experts environnementaux, mais aussi de personnes qui représentent toutes les sphères de la société, afin d'être plus inclusif, plus raisonnable, bien sûr, mais aussi plus réaliste. En fait, la première étape pour sortir de ce gouffre économique dans lequel on est plongé depuis tant d'années, c'est de réunir des vraies personnes et pas juste de laisser les décisions au même type de personnes depuis des années. Deuxième idée, diversifier les offres de transport. Saviez-vous ça, vous, qu'au Québec, le secteur des transports était responsable de 43% des émissions de gaz à effet de serre? C'est énorme, c'est genre quasiment la moitié. On pourrait diminuer ça juste en optimisant l'accès aux banlieues par les transports en commun, en augmentant les voies réservées aux autobus, les fréquences des autobus. Et j'ai vraiment l'impression qu'avec la pandémie, même après le déconfinement, le télétravail va rester. Il y a tellement de monde, de familles surtout, qui s'y plaisent. D'ailleurs, un sondage canadien réalisé pendant la crise révèle que 64% des répondants se disent satisfaits de cette façon-là de travailler. Plus de temps avec la famille, moins de temps dans le trafic, plus de flexibilité, plus de calme. Où je m'en vais avec ça? À quel point on va avoir besoin d'investir dans de nouvelles routes, de nouvelles voies, de nouveaux ponts, genre le troisième lien. Même si depuis le confinement, les gens ont plus envie de comme s'éloigner de la ville, parce que je peux comprendre que la ville c'était pas le meilleur endroit où être pendant la pandémie, ils auront peut-être pas autant besoin de venir à Montréal tous les jours avec cette espèce de nouvelle mode ou de nouvelle réalité de télétravail. Une voiture par famille, max, pas besoin d'une voiture par individu, là. Donc le gouvernement, les municipalités ont avantage à optimiser le transport en commun pour encourager les familles à diminuer leur dépendance à la voiture. En plus, si vous me suivez sur Instagram, peut-être que vous le savez déjà, mais une voiture, c'est en moyenne stationné 95% du temps. Donc, comment est-ce qu'on relance l'industrie du Québec en diminuant les gaz à effet de serre via l'industrie du transport? Plusieurs choses. On favorise les véhicules éco-énergétiques de petite taille parce qu'ils consomment moins d'essence, ils prennent moins de place dans les stationnements, mais surtout dans le trafic. Et si on commençait à pénaliser l'achat de gros véhicules, peut-être que plus de gens y penseraient à deux fois avant d'acheter un VUS. Si on en a vraiment pas besoin, par exemple. Je veux pas juger les personnes qui en ont besoin parce qu'ils habitent en montagne puis ils vont chercher du bois chaque semaine. Je parle genre si 98% du temps tes allers-retours c'est Montréal-Boucherville. Parce que cette pénalité-là, elle octroierait de jolis gains à la province. Ensuite, on aurait implanté des services d'autopartage à travers la province, ce qui pourrait faire fleurir l'économie, donner des nouveaux emplois et finalement développer davantage de transports en commun. Je l'ai déjà expliqué, en fait, mon copain Gabriel l'avait déjà expliqué dans ma vidéo sur santé et système de santé et environnement. Au Québec, on a une technologie qui fait en sorte qu'on fabrique beaucoup d'autobus et de trains. Donc, pour renforcer l'économie, l'autonomie de la province, pourquoi ne pas miser plus là-dessus, construire plus de trains, plus de bus et par le fait même en profiter et développer encore plus le transport actif, le transport en commun. Le transport actif, c'est les pistes cyclables et tout. Puis là, je vois, mettons, à Montréal, du moins dans Rosemont, il y a de plus en plus d'élargissement des pistes cyclables. On diminue certaines voies d'automobile à une seule voie. Là. Excusez, ça, c'était pas écrit. Là. Je sais que Valérie Plante est bien in là-dessus, puis ça, je l'encourage vraiment. De pas, surtout à Montréal, de pas mettre l'automobile comme si c'était la reine. Faut que l'automobile, elle sente pas la bienvenue dans les rues parce que c'est pas nécessaire. Faut vraiment que les gens, pour des plus courtes distances, se disent « je suis pas trop à l'aise en auto, je suis mieux de prendre le bus, le Bixi ou la marche ». Troisième idée pour la relance verte, encourager les agriculteurs et privilégier l'alimentation locale. Selon une étude exhaustive publiée dans la revue Science, sur la Terre, la production alimentaire serait responsable à elle seule de 26% des émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine, de 32% de l'acidification terrestre mondiale et de 78% de l'eutrophisation des écosystèmes. C'est quoi ce mot, l'eutrophisation? Je l'ai appris il y a 15 minutes. De ce que je comprends, l'eutrophisation, c'est l'accumulation de nutriments
ou une trop grande concentration d'azote dans un habitat qui, bon, ensuite crée un déséquilibre pour l'écosystème. Mais saviez-vous aussi que l'impact environnemental d'un aliment pouvait être 50 fois plus important, dépendamment de comment il a été produit, transformé, emballé et transporté. Il y a plein de modèles de micro-fermes, de fermes permaculturelles qui l'ont démontré. Plutôt que d'être une source de pollution et d'exploitation, l'agriculture a vraiment le potentiel d'être un puits de carbone, d'absorber le carbone, d'être un habitat pour la biodiversité et de raviver la santé, la pureté des sols et des cours d'eau. Et en ce moment, l'industrie de la monoculture a beau jeu, puis oui, on peut dire que c'est la faute des industries ou des citoyens qui achètent des aliments transformés ou des aliments qui n'ont pas été produits par un petit producteur, mais c'est aussi la faute des gouvernements. On dirait que les lois font tout pour que les petits maraîchers réussissent à s'implanter puis à survivre. Alors qu'il y a une demande accrue des citoyens de manger local, de manger bio et de connaître la provenance, la source exacte de leurs légumes. D'ailleurs, je vous suggère la série Les Fermiers qui a été produite par UniTV et qui est disponible sur tout.tv. Donc, vous voyez le quotidien de jeunes fermiers pendant 2 saisons dans une micro-ferme expérimentale en Montérégie. Donc voilà, je reviens au gouvernement. Tous les paliers du gouvernement doivent mettre l'épaule à la roue pour soutenir, pour développer des projets d'agriculture locale, bio, écologique, name it, là. Donc ça veut dire adopter des programmes qui vont encourager les pratiques agroécologiques d'agriculture. Ça veut dire des formations, des subventions, des crédits d'impôt. Et ça veut aussi dire mettre un terme aux subventions destinées aux fermes d'élevage industriel. Et plus on encourage les fermes qui cultivent de tout, plus on développe une souveraineté alimentaire. Donc moins on a besoin d'importer des aliments des autres pays. Donc moins on est dépendant des autres pays si jamais il y a un retour de la pandémie ou une autre pandémie tout simplement. Ça fait super longtemps que les fermes familiales demande une grande révolution agricole. Il y a l'agriculteur maraîcher bio Jean-Martin Fortier, qui est comme un des plus connus au Québec, qui est derrière l'émission Les Fermiers d'ailleurs, qui a dit « Il faut remplacer une agriculture de masse par une masse d'agriculteurs ». Voilà. Donc, plutôt que de développer d'immenses complexes industriels, centralisés, on devrait choisir de développer un modèle agricole régional pour chaque région de proximité, qui est à échelle humaine, qui est respectueuse des limites de l'environnement. Il y a une autre affaire, j'ai pas vu ça dans le pacte, ou en tout cas s'il est là, je suis pas tombée là-dessus, mais je pense qu'il faudrait vraiment plus encourager la culture de protéines végétales. Ou même si on veut pas cesser 100% de la viande, encourager, donner des subventions à ceux qui élèvent des animaux, que ce soit dans une micro-ferme bio parce qu'ils ont besoin de leur fumier pour faire pousser leurs légumes, mais d'encourager des méthodes, donner des subventions à ceux qui traitent leurs animaux avec respect. Ça, c'est une autre affaire que j'ai vue sur 101 idées pour le pacte. Taxer la viande pour diminuer la consommation puis récolter les profits de cette consommation-là. Ensuite, il y aurait créé et encouragé des initiatives qui diminuent le gaspillage alimentaire. Donc, trouver, soutenir des solutions qui vont revaloriser les invendus en épicerie, mais aussi revaloriser les légumes moches des agriculteurs. Ça pourrait être une industrie genre 100% québécoise, tu sais. Tous les pas beaux légumes sont acheminés là-bas, puis ça, c'est une usine de transformation, mettons. Ça créerait plein d'emplois. Puis plus on aurait de bouffe, ben moins on aurait besoin d'espace pour cultiver parce qu'on optimiserait la ressource. Parce que je le répète, on gaspille 33%, le tiers en fait, des aliments dans le monde sont gaspillés. En plus, ça éduque la population, ça peut leur donner des idées pour leur maison, il y a que des bons côtés. En conclusion, je suis vraiment allée en surface parce qu'à un moment donné, c'est une vidéo sur laquelle je veux récolter quand même un petit peu de vues et de likes et que vous endormez pas. Mais si vous voulez aller plus en profondeur, évidemment, je vais mettre le lien de 101 idées pour le pacte dans ma description. Comme je dis, je suis pas une experte, donc je suis vraiment allée avec ce qui moi me touchait, ce que je comprenais. Puis voilà, si vous avez des idées ou même des idées que vous avez vues sur 101 idées sur le pacte que vous voulez me partager à tout le monde, dites-le en commentaire. Parce que pour vrai, le pacte, ils ont plein d'autres idées qui touchent l'économie circulaire, les industries, la gestion des déchets, la fabrication des matériaux, la protection des milieux naturels, humides, marins. N'oubliez pas de liker la vidéo pour m'encourager, de partager si vous trouvez que le contenu vous rejoint et de vous abonner si c'est pas déjà fait.